Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à AgriTalk, votre émission sur l'agriculture. Pour ce premier épisode, nous avons un invité de marque, Monsieur Abdou Touré, avec qui nous allons partager sur le thème intitulé l'agriculture au Sénégal. Bonjour Monsieur Touré, vous allez bien? Bonjour, monsieur Dacosta. Super. En tout cas, heureux de vous avoir accueilli dans notre bureau, dans notre plateau pour cette émission d'AgriTalk. Merci pour cette invitation qui me fait beaucoup plaisir. Alors, Monsieur Touré, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Monsieur Abdou Touré? Dans quoi il évolue? Pourquoi on parle d'agriculture lorsqu'on parle de Monsieur Touré? En fait, on parle de M. Touré parce que c'est un gars qui est là, qui dérange, qui fait des choses, qui pousse les gens à cultiver sur leur terrasse, qui parle d'environnement, de questions de changement climatique. Et je suis passionné d'agriculture, je fais de l'agriculture urbaine. Mais je suis tellement curieux de voir l'agriculture sénégalaise se développer que je m'implique dans beaucoup d'initiatives d'agriculture. Voilà. Super. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le thème c'est l'agriculture au Sénégal. Donc, si je vous dis agriculture, à quoi vous pensez directement? Moi, quand on parle d'agriculture, je pense d'abord sécurité alimentaire, autosuffisance. Ok. Pour moi, quand on cultive, c'est pour avoir énormément de produits et manger à satiété. Ah oui, ça c'est important. Donc, Monsieur Touré, selon vous, le secteur agricole, parce qu'on voit la FAO qui dit que l'agriculture, c'est 866 millions de personnes, de paysans et d'agriculteurs qui nourrissent le monde. Selon vous, quelle est la place que l'agriculture a au sein d'une nation, au sein d'une économie, au sein d'une société? Merci. C'est une très bonne question parce que je dis souvent à mes amis que chez nous au Sénégal, on ne devrait pas importer énormément comme ce qui se passe actuellement. On devrait pouvoir avoir pratiquement tout ce qu'on mange dans nos plats, que ce soit au petit déjeuner, au dîner, être des produits accessibles facilement au Sénégal, cultivés au Sénégal. Et pour moi, la place de l'agriculture dans un pays est cruciale. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, c'est la maîtrise et la souveraineté agricole. Parce que quand on ne maîtrise pas ce qu'on mange, ce que mange son peuple, là c'est compliqué. On peut te serrer les vis à tout moment et te priver d'énormément de choses. Et il y a de cela quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait dans les années 70, 80, il y avait sécheresse. Et il me parlait de riz-siam. Je dis, riz-siam, oui, ça parle de tel pays. Il me dit, en ce moment-là, pour trouver 1 kilo de riz, c'était compliqué au Sénégal. Très compliqué. Vous voyez comment c'est compliqué. Aujourd'hui, imagine qu'on nous dit que le blé, avec la guerre de l'Ukraine, on nous dit il n'y a plus de blé, il y a des restrictions, on doit faire grimper les prix parce que c'est rare. Moi, c'est à ce moment-là que les choses m'interpellent. La sécurité. Pour moi, l'agriculture doit être le socle, ou bien un des piliers les plus importants dans la politique d'un pays. Effectivement, voyant son importance parce que la Banque mondiale estime que dans les pays en émergence, ça peut aller au-delà du 25% du PIB. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger dans une nation. Effectivement, l'agriculture n'est pas à négliger parce que c'est un levier économique, c'est un levier pour la santé de la population, c'est un levier qui gère beaucoup de choses dans un pays. Et peut-être que ceux qui ont beaucoup d'argent penseraient, bon, on a envie d'acheter quelque chose, on achète. Mais ce n'est pas la même chose. Si vous allez un peu dans les profondeurs du Sénégal, moi j'ai visité un village dans les environs de Karang, et où je vois le gars qui récolte et qui me dit, cette année je n'ai que ça comme maïs. Mais c'était un petit tas de maïs. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il y a eu des attaques d'insectes. Après, la pluie n'a pas été très bonne. Après, je me dis, mais comment vous allez vous débrouiller pour le reste de l'année? Il me dit, mes enfants étaient venus de la Gambie pour m'aider à cultiver. Là, ils sont repartis. Mais c'est sûr que durant toute l'année, ils vont continuer à envoyer de l'argent pour qu'on puisse vivre à la maison. Et vous voyez, si ce n'est pas quelque chose de stabilisé, maîtrisé,
qu'on puisse vraiment nous vivre de ces produits, c'est compliqué économiquement. Et ça fait partie aussi des choses, quand on ne maîtrise pas l'agriculture, des choses qui poussent les gens à l'exode rural, à la migration. D'accord. Et si on contextualise avec le Sénégal, déjà, comment vous voyez l'agriculture sénégalaise? Au Sénégal, moi, je vois que l'agriculture bouge petit à petit par rapport à ce qu'on voyait avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à y croire, qui s'investissent. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui mettent leur argent. Nous voyons beaucoup d'étrangers qui viennent au Sénégal pour investir parce que nous avons des sols riches, nous avons de l'eau. Maintenant, le problème, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint notre autosuffisance. On parle du riz, le mil, on le voit depuis 2 ans, 3 ans, ça commence à devenir cher. Le bissap commence à devenir très cher, le bouilli ou d'autres choses. Aujourd'hui, c'est compliqué. On ne parvient pas à stabiliser le marché pour que les Sénégalais mangent à leur faim. Parce que les produits deviennent très difficiles d'accès. Et les prix flambent aussi sur le marché. Donc c'est un problème. Bien que des gens s'investissent, beaucoup de gens investissent leur argent dedans, mais je pense que c'est beaucoup plus pour faire des bénéfices. Mais sur la sécurité alimentaire en tant que telle, je pense qu'on devrait revoir certaines choses, permettre à l'agriculteur à la base de vivre de ses produits, mais aussi permettre aux Sénégalais lambda qui s'approvisionnent sur le marché d'avoir de l'assistance. Parce que, qu'on se le dise la vérité, nos commerçants ne sont pas fair-play du tout. Vous voyez la situation avec l'oignon. On a vu le prix flamber avant le Magal jusqu'à 1500 francs le kilo. Et on a laissé faire. On a dû aller demander à des gens d'apporter de l'oignon à l'extérieur du Sénégal. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas maîtrisées jusqu'à présent dans la technologie, dans la conservation. Et je pense que nous devrions faire beaucoup d'efforts. Et quand je dis nous, je dis l'État du Sénégal, je dis nous tous, nous devrions faire beaucoup d'efforts pour pouvoir maîtriser toutes ces choses. Après, il y a l'eau aussi. Beaucoup de personnes s'investissent aussi dans l'agriculture, mais la maîtrise de l'eau est encore là. J'ai fait une tournée dans les environs du fleuve Sénégal. Les gens réclament de l'engrais. Je pense aujourd'hui l'engrais coûte cher encore et qu'il va falloir travailler encore pour aider ces gens-là à pouvoir avoir accès à l'engrais, à l'eau, à la technologie, pour pouvoir mieux développer la chose. Je pense que si on cultive en abondance, ce serait vraiment cool pour les Sénégalais. Parce que si on voit concrètement aujourd'hui que des Sénégalais se lèvent, prennent juste une tasse de café, sautent le repas, on le voit le soir, les gens sont autour des tables pour faire du fast-food fondé, tchakri. Les gens ne mangent pas bien. Il y a la santé aussi, la santé de la population qui est en jeu. La vie coûte cher et je pense que l'agriculture devrait être un moyen de soulager. Effectivement, et comme vous l'avez abordé, il y a ce côté économique de l'agriculture, mais il y a des volets que les gens ne voient pas, comme le volet social, le volet environnemental. Est-ce que on peut revenir sur d'autres volets en dehors de l'économie? Oui, vous avez parlé de 2 volets, social et environnement. Je commence par l'environnement. Aujourd'hui, il est important que les agriculteurs, tous ceux qui s'activent dans l'agriculture puissent savoir aussi leur apport dans la protection de l'environnement, les arbres qu'ils plantent, mais aussi, de l'autre côté, les pesticides qu'ils utilisent sur l'environnement, sur la disparition des abeilles, sur la floraison. Si on parle un peu sur l'aspect social, quand les gens mangent bien et quand ils parviennent à vendre et vivre de leurs produits, accompagner leurs enfants à aller à l'école, à l'université, c'est très important. Mais aujourd'hui, qui sont les agriculteurs qui cultivent, qui parviennent à payer leurs dettes, qui parviennent à gérer l'aspect social, qui parviennent à gérer l'aspect éducation? Ils sont très fatigués. Les agriculteurs sénégalais sont très fatigués. Et je pense que ceux qui tirent leur épingle aujourd'hui du jeu, c'est ceux qui ont accès facile aux terres, accès facile à l'eau, accès facile aux prêts, à l'accompagnement des banques. Parce que ça aussi, c'est un problème. Parce que l'agriculteur lambda qui a ses hilaires, ses ngos dans son saloum là, ou bien en Casamance, s'il n'a pas accès à des prêts bancaires qui lui permettent de souffler, après, si on
continue sur l'eau, toujours que nous sommes toujours dépendants de l'hivernage. Et il va falloir qu'on travaille et diversifie et forme aussi, que les gens puissent avoir accès à l'eau durant toute l'année, en irriguant, en creusant, en mettant des forages en place. Mais le coût de l'eau aussi doit être accessible aux agriculteurs pour qu'ils puissent vraiment continuer, en dehors de l'hivernage, à pouvoir cultiver d'autres produits à mettre sur le marché, à pouvoir vivre avec leur famille. Effectivement. Et avant de parler du Quartier Vert Challenge, nous allons essayer de voir quels sont les atouts, ensuite voir les limites et les défis de l'agriculture sénégalaise. Donc, parmi les choses que vous avez citées le fait qu'il y a la jeunesse qui est là, il y a cette volonté. Est-ce que vous pouvez revenir sur les atouts que l'agriculture sénégalaise propose aujourd'hui pour son développement? Oui, j'ai vu récemment le ministre de l'Agriculture faire des sorties, parler de financement, parler d'accompagnement des jeunes. Et je vois des structures comme vous, AgroSyn, aujourd'hui, et d'autres structures essayer de booster les choses, de s'impliquer, de créer des fonds de financement, d'appeler les gens à investir dans l'agriculture. Pour moi, c'est bien. C'est bien et il faut que les autorités aussi facilitent en leur facilitant les choses parce que c'est pas du tout facile, on le sait, c'est pas du tout facile. Et sur ces atouts-là, nous avons une jeunesse. On le dit, au Sénégal, la majeure partie de la population est une population jeune. Et cette jeunesse a besoin de travail. On ne peut pas tous s'agglutiner à Dakar ou bien dans les grandes villes. Il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur du pays. Et aussi, il y a énormément de choses qui sont liées à l'agriculture. Il y a beaucoup de travail connexe. Il y a aussi à créer même des emplois. Parce que ce n'est pas juste cultiver la terre. Il y a le droit qui est là, il y a le foncier, il y a l'eau, il y a la technologie, les arrosages automatiques, il y a énormément d'opportunités à explorer et je pense que c'est encore possible. C'est très possible. Nous, au Sénégal, de mes périples, de mes voyages, de mes découvertes, je découvre qu'il y a encore énormément de choses à faire et il faut de la collaboration. Il faut que l'État collabore avec ces structures, ces jeunes, mais aussi la mise en relation avec les investisseurs. Il y a des maires qui ont là, des majors et des banques qui ont des fonds d'investissement. Il faut qu'on les mette en place, qu'on structure les jeunes, qu'on les encadre, qu'on les forme, à puisse travailler avec ces gens-là, avoir accès aux terres, avoir accès au financement. C'est très important. Effectivement, parce qu'il faudrait bien qu'ils puissent avoir une sorte de facilité pour pouvoir attirer davantage de monde. Est-ce que maintenant vous pouvez revenir sur les défis, les limites de ce secteur? Les défis, je pense que je vais juste faire un rappel. Les défis sont là. Les défis, c'est d'abord de manger bien, d'avoir un marché approvisionné, d'avoir la possibilité après d'exporter nos produits. Il est important pour nous, aujourd'hui, nous avons des produits qui sont bien visibles et que les gens apprécient à travers le monde. Et d'organiser cela, de permettre à ces entreprises qui sont là de pouvoir vendre facilement à l'extérieur et aussi diminuer les taxes pour les entrepreneurs parce que c'est en plus compliqué. Je pense que dans un pays ici, le secteur privé s'investit et met à disposition des choses, crée des emplois, il faut qu'on les accompagne. Et ce sont des défis qui sont là. Je pense qu'il y a déjà des efforts qui se font, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a énormément de choses à faire. Et nous l'entendons des politiques qui le disent, mais la concrétisation reste encore. Il y a encore pas mal de freins qui sont là, qui poussent les gens à être un peu réticents. Mais après, il y a l'autre aspect aussi, il faut que les gens sachent que la jeunesse, surtout, il ne faut pas être pressé. Oui. Les gens ne sont pas patients. Parfois, on l'entend dans des interviews ou bien même dans ces écoles de formation, les gens peuvent poser rapidement une question à la fin de la formation. Abdou, si j'exploite un terrain de tel, sur combien de mois je peux récolter et combien je peux avoir? Avant cela, il y a des préalables. Et ça fait partie des défis pour faire comprendre aux gens que l'agriculture, ce n'est pas de la magie. Ah oui. Ah oui. C'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup de recherche. Pour pouvoir vraiment en vivre. C'est quelque chose qu'on fait toute une vie, en fait, en réalité. C'est pas
une question de 10 ans. Non, on est dans le domaine agricole et c'est pour une vie. Maintenant, on va basculer dans un volet que j'aime bien, le quartier vert challenge. En faisant mes recherches, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu, ce que je vous ai vu faire. Et honnêtement, j'aimerais vraiment que vous reveniez sur la genèse de ce concept et quelle est aussi sa finalité, quel est le but qui est derrière. Oui, si on link un peu le quartier vert challenge à cette émission, moi, j'adore l'agriculture urbaine. Parce que je pense que l'agriculture urbaine peut contribuer à faire vivre, à alimenter nos villes, à nourrir nos villes. C'est très important. Et nous avons des espaces à utiliser, à valoriser, que ce soit dans les quartiers, dans les cités, sur nos terrasses. C'est ce que je fais à la maison. À la maison, je cultive pour mon plaisir. Je cultive pour mon plaisir, j'expérimente beaucoup de choses que je mange avec ma famille, je consomme et que je fais découvrir à nos communautés sur les réseaux sociaux et ailleurs pour les encourager, les pousser, les sensibiliser. Le quartier vert challenge est né en 2019, mais au début, ce n'était pas de l'agriculture urbaine. J'avais juste remarqué qu'il y avait beaucoup de soucis dans le quartier pour pouvoir vivre dans un environnement merveilleux, dans un environnement sain. Il y avait beaucoup de déchets dans le quartier et j'avais décidé de commencer à faire des clean-up, petits clean-up à mon échelle, le dimanche matin, ramasser les ordures, collecter tout dans un sachet, remettre au charretier ou bien au camion. Je le faisais pendant 3 mois. Après, je commence à me filmer, à faire du quartier vert challenge, à balayer seul ma ruelle. Et petit à petit, on a commencé à les poster, ces vidéos et ces photos sur l'hashtag quartier vert challenge. Et le quartier vert challenge a fait son chemin, est devenu un peu virulent sur les réseaux sociaux, mais on ne négligeait pas. Je ne négligeais pas une communauté. Je ne négligeais pas, en fait, l'engagement des communautés. Parce que c'est toujours comme ça, au début d'une initiative, il faut être résilient, tenace et y croire. Et on a communiqué dessus. Une communauté a commencé à naître un peu partout au Sénégal, après en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans 16 jusqu'à 17 pays en Afrique maintenant. Et les jeunes font énormément de choses, de belles choses. Au-delà du clean-up que nous faisons dans nos quartiers, c'est aussi la gestion des déchets, le recyclage, l'agriculture dans les maisons, l'éducation environnementale dans les écoles, la sensibilisation des jeunes. Aujourd'hui, notre dernier bébé, c'est l'équipe de foot, Quartier Vert Challenge. Nous faisons de l'éducation environnementale associée au sport dans notre quartier. Nous avons une équipe d'enfants qu'on occupe bien, qui font entre 100-120 jeunes. Wow. Et durant toutes les vacances, nous les occupons à faire du sport, à faire de l'éducation environnementale. Et on voit le changement. Les jeunes s'impliquent, créent des pots de fleurs dans le quartier, plantent des arbres, s'occupent de beaucoup de choses dans leur maison. Et nous avons de très bons retours des parents aussi qui nous remercient sur l'engagement des jeunes. Mais après, au niveau international aussi, c'est autre chose, parce que nous sommes reconnus, invités un peu partout dans beaucoup de pays. Les communautés se retrouvent dans pas mal de pays. Et aussi, nous ne restons pas seulement sur juste ramasser, collecter. Nous utilisons la technologie, l'intelligence artificielle. Nous avons dans notre communauté des data analysis, nous avons des scientifiques. Nous avons été reçus dans beaucoup de secteurs. Maintenant, nous avons des collaborateurs aussi dans des universités de recherche, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Italie. Nous recevons beaucoup de chercheurs parce que je me pose même des questions parce que c'est bizarre que des chercheurs s'intéressent à Quartier Vert Challenge et que ce Quartier Vert Challenge puisse apparaître dans des revues scientifiques maintenant. Nous contribuons à beaucoup d'écrits et je pense qu'aujourd'hui, l'essence du Quartier Vert Challenge, si on revient un peu, c'est juste de pousser les citoyens à être écologiques, l'éco-citoyenneté, à prendre en compte leur environnement, mais aussi que les autorités s'impliquent. Parce que je pense que ce n'est pas seulement l'UCG qui va faire Sénégal, qui va faire Dakar, les autres régions. Il faut que les populations s'impliquent. Les populations s'impliquent à préserver leur environnement parce que je pense que c'est un maillon. Quand un pays est propre, les gens en parlent. Et quand un pays est propre,
quand on en parle, ça attire des touristes, ça attire d'autres personnes, ça attire des investissements. Et en tout cas, ce que nous parvenons à réussir dans notre République de Zac-Mbao et ailleurs dans le monde, c'est magnifique. Et je vous invite à vous poser dans la ruelle et sur la terrasse à découvrir ce que nous faisons. Et j'aime bien cette collaboration qui existe maintenant dans le quartier Vert Challenge avec beaucoup de gens qui ont différentes casquettes. Ce n'est pas juste des éboueurs, ce n'est pas juste des balayeurs comme Abdou Touré, le Boudouman. Maintenant, c'est avec des interactions avec beaucoup de gens. Et ce qui veut dire aujourd'hui, dans notre environnement, dans notre cadre de vie, nous avons besoin de l'implication de tous. Parce qu'aujourd'hui, si tu nettoies devant ta porte, je nettoie devant ma porte, le voisin d'en face nettoie, on n'a qu'à attendre que le charretier ou le camion passe. Après, planter des arbres aussi, embellir, mettre des fleurs, vivre dans un cadre de vie harmonieux, appeler les oiseaux, appeler les abeilles, les papillons. Ça, c'est important parce que psychologiquement, sur le plan psychologique, ça fait énormément de choses. Ça raffermit les liens entre les voisins, entre les habitants de la cité et ça nous pousse aujourd'hui à revoir nos comportements dans la vie de tous les jours. Et si on voit un peu Dakar comme Dakar s'est transformé, avant on appelait Dakar Cap-Vert. Dakar était vert. Aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, Dakar a perdu de sa verdure. Il y a beaucoup de grisailles. Ah oui, malheureusement. Et on devrait pousser Et aussi, bon, de notre réseau aussi, on fait beaucoup d'influence. On essaye de toucher les décideurs à revoir leurs copies, à réfléchir sur la protection de l'environnement, sur l'urbanisation, à utiliser des méthodes intelligentes pour pouvoir vraiment conserver cet aspect parce qu'il fait très chaud. Et ça fait partie des choses que nous mettons en place dans notre initiative, la collaboration avec les autorités, avec beaucoup de structures pour pouvoir repenser notre façon de vivre. Merci beaucoup. Et il y a un aspect sur lequel j'aimerais qu'on revienne concernant le quartier Vert Challenge. Au début, vous avez parlé de l'initiative de faire participer tout le monde. Et lorsque je faisais des recherches, j'ai vu qu'il y avait même les plus jeunes. Il y avait même les plus jeunes qui étaient initiés à ce concept. Et j'aimerais vraiment que vous reveniez sur ça. Comment vous avez réussi à les monopoliser, à les faire aimer ce concept-là? Attention, je n'ai pas monopolisé les jeunes. Vous savez, de base, je suis un scout. Je suis un éclaireur, je suis membre de l'Association des éclaireurs du Sénégal. Et ça fait longtemps que je suis dans cette structure. Je suis formateur et je suis consultant humanitaire au niveau international. Donc, je sais comment approcher les jeunes, je sais comment sensibiliser. Et de base, dans cette initiative, moi, je ne m'occupais pas de parler aux adultes. J'utilisais la méthode scout et learning by doing. Je n'ai jamais mobilisé mon quartier pour faire du clean-up. Je nettoyais seul. Et après, petit à petit, quand les gens m'observaient, disaient « Abdou, est-ce que tu peux de temps en temps nous envoyer un message pour nous mobiliser, pour qu'on nettoie ?» J'ai dit non. Moi, je préfère que chaque personne s'engage à faire. Vous me regardez faire, faites. Je ne veux pas mobiliser. Parce que je me rappelle que les set-setals ont toujours été des choses au Sénégal, mais qui n'ont jamais eu de succès. Les gens font du set-settal une fois. Après 6 mois après, on ne fait rien, ça devient sale. Et si chaque Sénégalais s'impliquait, dans chaque maison, on a des balais, on a des pelles. Si chaque maison s'implique à faire quelque chose, si chaque individu s'implique à faire quelque chose, décide de faire quelque chose, les choses vont changer. Et c'est ainsi que plus tard, des pères de famille ont commencé à me demander « Abdou, est-ce que tu peux me donner un arbre, une plante pour que je plante devant ma maison ?» J'ai dit « Oui, avec plaisir. » Mais moi, je ne te mets pas la pression. Si il y a un enfant chez toi, un jeune, je préfère lui montrer comment planter, comment s'occuper de l'arbre, comment faire le suivi. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai impliqué les enfants. Les enfants sont les futurs leaders. Et je pense qu'il faut... Ce sont les graines. Oui. C'est parmi ces graines-là qu'on doit choisir ou bien qu'on doit mettre le plus la formation, faire le focus pour former des citoyens vraiment conscients de leur environnement et soucieux de résoudre ces problèmes qui existent. Donc c'est pour cela que j'ai fait focus. C'est mon passé de scout qui m'a poussé à réfléchir autour et j'ai toujours encadré des enfants, donc pourquoi pas utiliser ce créneau
cette voie pour pouvoir changer les choses dans ma communauté. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens dans d'autres pays, ça a parlé à des jeunes aussi. Oui. Et ces jeunes sont impliqués. Ce n'est pas des adultes qui s'impliquent, mais ce sont des jeunes africains qui s'impliquent dans ce processus. Et je pense aussi, c'est ce qui pousse aujourd'hui les chercheurs à s'associer avec nous parce que, effectivement, votre question est très pertinente parce que les gens font énormément d'articles et de recherches dessus pour voir l'approche et l'originalité de l'initiative, ce que ça donne et pourquoi même ça bouge dans d'autres pays en dehors du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Touré. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Comme vous le voyez, l'agriculture, ce n'est pas uniquement pour le paysan, ce n'est pas uniquement pour les personnes âgées, ce n'est pas uniquement pour les retraités. L'agriculture concerne tout le monde. Donc, AgriTalk vous revient bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.